Bonjour à tous, merci de vous connecter à l'heure pour les webinaires de French Morning. Comme tous les mardis, vous savez maintenant, depuis longtemps, on a un rendez-vous pour vous en direct. L'idée, c'est d'échanger sur des sujets qui impliquent les expatriés ou les futurs expatriés. Aujourd'hui, on va voir comment investir dans l'immobilier à Miami, dans le sud de la Floride, puisque Miami est en train de devenir une très grande ville. Le premier expert, ça va être Marc Benarous. Il est agent immobilier depuis 20 ans dans l'immobilier de Paris à Miami, après avoir conseillé et accompagné des promoteurs, investisseurs privés et des hôteliers dans leurs projets. Marc, aujourd'hui, il est aussi investisseur lui-même, broker et property manager. Property manager, c'est les gens qui gèrent les propriétés. Il partage son expertise aujourd'hui avec ceux qui souhaitent investir, s'installer entre Boca Raton, qui est au nord de Miami, et Coral Gables, au sud de Miami. Donc, pour des investissements, des résidences secondaires, expatriation, installation, n'hésitez pas à le contacter, ce sera notre premier intervenant. Ensuite, on aura Betty Benzakein, qui est une habituée des webinaires de French Morning avec HSBC. Elle est spécialisée dans les prêts hypothécaires conventionnels jumbo pour les emprunteurs internationaux et les emprunteurs nationaux, donc qui habitent déjà aux États-Unis ou qui sont encore en Europe. Ils trouvent des solutions avec HSBC, donc restez connectés pour écouter comment on peut financer à peu près tout le monde avec HSBC. Et last but not least, aussi une très bonne habituée, Amélie Deschênes, directrice des partenariats chez OFX. C'est un des leaders en paiements internationaux sur le stock exchange, listé sur le stock exchange australien. Donc le mandat d'Amélie, c'est de simplifier le rapatriement des fonds. C'est aussi de faire des transferts internationaux un peu moins chers que la plupart des grandes banques. Restez bien jusqu'à la fin pour écouter comment on peut bloquer un taux de change, comment on peut gagner aussi en frais avec l'expertise d'OFX et Amélie. Bon, allez, les présentations sont faites. Je vais laisser Marc démarrer sa présentation sur l'immobilier dans le Grand Miami. Et moi, je suis là pour poser des questions. Donc, vraiment, qu'on soit sur Zoom, YouTube, Facebook ou LinkedIn, posez vos questions dans les sections commentaires. On y répondra à la fin. Allez, c'est parti. Marc, la parole est à toi. Merci pour ton temps aujourd'hui. Merci Romain, merci French Morning de convier à ce webinaire, ce nouvel exercice pour moi. Donc, j'ai préparé une petite présentation. On va essayer de répondre à un certain nombre de questions et peut-être de façon brève. Donc, n'hésitez pas par la suite à nous contacter, puis on pourra prendre plus de temps pour répondre en fonction de votre projet. Donc, Miami Dream, Real Estate, le nom de notre société, le Dreams Come True. J'espère qu'un jour, Miami, votre rêve se réalisera avec un bien immobilier comme cette jolie pierre. Donc, je vais faire une rapide présentation de qui nous sommes. Donc, Valérie, mon épouse, ça fait une dizaine d'années qu'elle est dans l'immobilier. Elle a donc passé sa licence de Realtor en arrivant en Floride. Ensuite, donc, elle a travaillé dans des agences immobilières, des petites, puis dans des grosses structures pour enfin passer sa licence de broker. Donc, elle s'occupe surtout du management, elle s'occupe de tout ce qui est surtout résidentiel. Elle a vécu à Tel Aviv, elle a vécu à Marseille, elle a vécu à New York, elle a vécu et ensuite de retour à Miami. Donc voilà, donc on est installé. Alors donc moi, votre serviteur, ça fait à peu près, merci Romain pour l'intro, effectivement, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'immobilier. Un parcours assez classique, école de commerce. Et il y a 30 ans, ce n'était pas très classique, c'était atypique. J'ai fait un tour du monde pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, c'est assez classique. Les téléphones portables n'existaient pas à cette époque, mais aujourd'hui, tout le monde poste, tout le monde nous montre, tout le monde fait tour du monde. D'ailleurs, c'est très bien. On voyait très, très, très peu, quasiment pas du tout de Français voyager. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup, donc je suis très content. Ça forme la jeunesse et ça permet de découvrir plein de choses. Donc, j'ai travaillé, donc ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier. J'avais ma boîte à Paris où je m'occupais de faire de l'asset management. Effectivement, je représentais des promoteurs et j'ai rencontré mon premier client promoteur pendant mon tour du monde en Australie. Donc, finalement, les voyages, ça apporte plein de choses. Je m'occupais donc de fonds d'investissement. On s'occupait pour eux de faire la transaction d'immeubles, de trouver des immeubles qu'on rénovait, on changeait l'affectation et ensuite on les revendait ou on les redécoupait à des fonds d'investissement ou à des particuliers. Dernière transaction en date pour ceux qui sont parisiens, c'est 9000 m² dans le centre de Paris et aujourd'hui un hôtel 5 étoiles qui s'appelle Loxton. Voilà, une petite parenthèse.
parenthèse. Donc, alors, on est effectivement, on a différentes casquettes. On peut vous accompagner du début à la fin grâce à notre expérience, puisqu'on est nous-mêmes investisseurs. On a la casquette de broker et de property management, donc ce qui nous permet de pouvoir répondre à la plupart de toutes vos questions. Et donc voilà, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi investir à Miami? Alors, ceux qui sont dans ce webinaire, j'imagine, il y en a qui savent déjà, mais ils se demandent quel type d'investissement. D'autres qui se posent encore la question. Miami et la Floride. Donc, c'est un État qui est libre. Pendant la pandémie, on n'a pas du tout souffert, il faut le savoir, donc, comparé à d'autres États. Donc, plein de gens ont découvert que Miami n'était plus seulement une destination pour les retraités, n'était plus seulement une destination touristique, mais depuis 2015 à peu près, il y a un gros boom économique. Il y a un afflux de gens de New York, de Californie et de tous les pays qui viennent s'installer. Donc, on a des nouveaux quartiers qui ont émergé, qui ont créé un dynamisme business qui s'appelle, on a Edgewater, on a Brickell, où les sociétés se sont aperçues que fiscalement, c'était beaucoup plus avantageux que la Californie qu'au New York. Donc, elles sont venues s'installer et elles ont créé ces nouveaux quartiers avec tout ce qui va avec, beaux immeubles, restaurants, boîtes de nuit, bars à la mode, etc. Donc, on a Goldman Sachs, on a Google, on a Microsoft, on a Amazon, on a des startups, on a Uber, on a Tesla. Enfin, il y a plein de grosses sociétés qui sont venues finalement s'installer et redynamiser cet État et cette ville qui n'est plus une destination seulement pour la retraite et les vacances. Le luxe, oui, on a aussi Design District, nouveau quartier, Wynwood. Design District, c'est un quartier où vous avez toutes les marques de luxe, c'est un mini Saint-Honoré, un mini Montaigne, où au fur et à mesure, ça se développe. Et Miami, c'est effectivement les investissements, l'argent. On a le boat show, on a Art Basel, on a le yacht show. Donc, on a pas mal de shows qui amènent effectivement beaucoup d'investisseurs et qui, bien entendu, continuent à investir sur ce marché qui est très attractif. Donc, l'État de Floride étant aujourd'hui le troisième le plus peuplé des États-Unis. Alors, je me suis permis de faire une petite carte rapide déjà pour montrer, comme Romain l'a dit, où est-ce qu'on opère, de Boca Raton jusqu'à Coral Gables, et aussi pour expliquer aux Français qui nous appellent francophones, parce qu'on ne travaille pas avec des Français, aux francophones qui nous appellent, il n'y a pas uniquement South Beach, Miami, qui est ce que les gens peuvent croire, mais non, il fait bon vivre dans tout le sud de la Floride. D'ailleurs, l'immobilier est souvent moins cher plus on monte dans le nord. Et au niveau de rentabilité et investissement, il y a des choses beaucoup plus intéressantes aussi par moment. Après, on peut vouloir South Beach, on peut effectivement travailler du côté de Brickell, donc on aura besoin de s'orienter plus dans le sud. Donc, il y a pas mal de villes où n'hésitez pas à nous contacter ou regardez notre site web, on en parle, on vous explique, aussi bien pour y vivre que pour y investir. Alors, je fais donc dans cette petite présentation, je vais vous parler du processus d'acquisition. Je vais essayer d'être un peu rapide, de balayer rapidement les étapes. Donc, un agent immobilier a accès à ce qui s'appelle le MLS. C'est une base de données commune. Donc, ça donne une transparence totalement différente de la France puisqu'on a accès à tous les biens qui sont commercialisés sur le marché. Vous n'avez pas besoin d'appeler une, deux, trois agences. Il faut travailler avec la personne, effectivement, en qui vous avez confiance et qui comprend votre projet. On a accès à tous les biens. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, ensuite, en ce qui concerne votre recherche, on va établir un certain nombre de critères avec vous. Une fois qu'on a trouvé le bien qui vous correspond, que ce soit un investissement, que ce soit pour votre résidence principale, une résidence secondaire, on va rédiger l'offre et on va l'envoyer au propriétaire. Une fois qu'elle est contresignée, le processus est assez rapide puisqu'au bout de 30 jours, plus ou moins, on peut closer, vous pouvez être l'heureux propriétaire. Donc, vous allez tout d'abord, au bout de 5-6 jours, une fois que l'offre est contresignée, 5 jours, pardon, vous devez déposer 10% chez un closing agent. C'est l'équivalent du notaire en France. Donc, il va garder votre agent en escroc pendant que nous allons faire une due diligence. Cette due diligence vous permet de faire une inspection. On a en général 15 jours. Cette inspection, c'est pour inspecter votre bien, que ce soit un appartement dans un condominium, que ce soit une maison ou un multifamily, un bien d'investissement. L'inspection est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas laisser de côté pour plusieurs raisons. L'économie n'en vaut pas la peine. L'inspecteur, il va regarder donc pour vous tout ce qui est toiture, tout ce qui est structure, tout ce qui est électricité, pardon, plomberie, clim, il va regarder s'il y a du mold, s'il y a des termites. Donc, il va regarder pas mal de choses qui vont vous permettre déjà d'identifier des choses qu'on n'aurait pas vues lors de la première visite ou qui sont cachées.
Ça va vous permettre aussi de faire un peu de levier, éventuellement de renégocier avec le propriétaire le prix, si vraiment il y a des choses importantes. On trouve toujours des choses, mais c'est voir si on lève des vrais sujets avec une vraie négociation. Ça vous permet aussi de dire, bah, je ne veux plus acheter ce bien et je me retire sous 15 jours. Une fois que la due diligence est finalisée, cette période, si vous souhaitez avancer, dans ces cas-là, l'avocat va faire la recherche de titre et vous allez prendre aussi une title insurance qui va vous assurer le bien dans le cas d'une éventuelle procédure, qui va regarder que tout est bien conforme et qu'il n'y ait pas un jour un héritier qui vienne réclamer ce bien dont on ne sait où. L'option de title insurance, je pense que pareil, une fois de plus ici, il ne faut pas du tout la mettre de côté. C'est une option, mais il faut la faire parce que ça nous a permis à nous, avec un certain nombre d'investisseurs, d'identifier des problèmes dans des condominiums notamment. Et on en a eu un il n'y a pas très longtemps non plus sur une propriété où l'avocat et le title insurance n'avaient pas identifié que la parcelle avait deux lots. Et tout d'un coup, il y a un propriétaire qui l'a fait le rechercher il y a 20 ans. On a retrouvé ses héritiers et ils ont demandé de l'argent. Donc, il n'y a rien eu à débourser pour notre investisseur. C'est la Title Insurance qui avait fait une faute et qui a donc tout couvert et qui s'est occupé de faire en sorte que le titre était propre. S'il y a un emprunt, Betty vous en parlera. Effectivement, le process ne prend pas 30 jours, mais prend un petit peu plus, puisque les banques vont faire appel à un appraiseur qui va faire une évaluation de votre bien. Et en général, la banque prêtera, Betty, tu me corrigeras, elle prêtera en général sur la valeur de l'appraiseur et non pas sur la valeur d'achat de votre bien. Si vous achetez un appartement dans un condominium, le délai pareil est un peu rallongé puisqu'il faut passer devant l'association qui va devoir vous approuver. Et enfin, dernière étape, on fait une visite avec vous lors de la remise des clés, juste avant le closing, pour être certain qu'il ne s'est rien passé pendant les 30 ou 45 jours. Concernant l'inspection, sachez qu'on n'envoie pas seulement l'inspecteur faire l'inspection. Nous-mêmes, on fait beaucoup de travaux. On y va avec eux, on leur pointe des choses du doigt et on ne les laisse pas faire seulement leur métier. Ça, c'est la différence avec certains agents qui, effectivement, ne s'occupent pas des travaux, font juste de la transaction. Alors, fiscalité, ça intéresse tout le monde. On vous conseille fortement d'acheter sous le format d'une LLC. Donc, c'est l'équivalent d'une SCI, sauf si, bien entendu, c'est votre résidence principale. Là, par contre, on ne vous conseille pas du tout de le faire. Cette LLC va permettre la transmission patrimoniale de façon plus simple. Elle va vous permettre de vous protéger aussi au niveau liability, c'est-à-dire au niveau responsabilité civile, et d'amortir un certain nombre enfin, vos travaux d'une part et de voyage. Si vous venez en Floride, vous pouvez faire passer de frais, pardon, cherchez mon mot. Vous pouvez faire passer vos frais de transport, d'hôtellerie, de location de voiture. Donc, vous pouvez faire passer un certain nombre de choses sur la société. C'est tout à fait légal. L'amortissement, alors il y a soit 27 ans et demi, soit 39 ans. C'est quoi la différence? On va en parler un peu plus loin, mais je vais vous l'exposer déjà. Il s'agit des multifamilies. Donc, un bien commercial, plus de 4 unités, vous pouvez amortir votre bien sur 39 ans. Sur un bien qui a moins de 4, enfin jusqu'à 4 unités, donc du studio, de l'appartement, du one bedroom, two bedroom jusqu'à 4 unités, vous l'amortissez sur 27 ans et demi, et sachant qu'on n'a quasiment pas d'impôt sur le revenu en Floride. Voilà, c'est ce qui fait aussi que les entreprises sont venues s'installer ici, beaucoup d'entreprises viennent s'installer ici. Plus-value entre 15 et 24 %, il y a des tranches, ça va dépendre de la valeur de votre bien. Un levier fiscal qui s'appelle le 1031, vous avez une belle plus-value, vous ne souhaitez pas en récupérer votre argent, mais augmenter votre parc immobilier, acheter plus de biens. Vous réinvestissez la somme totale de votre vente. Vous avez 4 mois, non, attendez, j'ai un petit doute là tout d'un coup. 6 mois. Vous avez 6 mois pour faire la transaction, c'est ça, mais vous avez 45 jours pour identifier le bien. C'est juste un petit doute, effectivement. Merci, Romain. Et donc, si vous réinvestissez la totalité de la vente, vous ne payez aucune plus-value. Si vous souhaitez retirer une petite partie, vous payez la plus-value uniquement sur la somme que vous auriez retirée. Donc, ça vous permet un petit peu d'agrandir votre patrimoine et de reporter cette plus-value à peut-être pour vos héritiers ou peut-être le jour où vous décidez effectivement de récupérer toute votre vie. La taxe de propriété, 1,80 et si c'est votre résidence principale, vous aurez ce qui s'appelle le homestead exemption, donc vous paierez moins. Pas d'impôt sur la fortune, comparé à la France, donc ça c'est une des choses qui peut être appréciable pour certains. Pas de droit sur la succession, c'est une des choses que j'ai beaucoup appréciées ici, qui fait qu'on a liquidé
notre portefeuille quasiment en France pour effectivement aujourd'hui tous les biens qu'on achète sont déjà donnés. Il n'y aura ni juge, il n'y aura ni droit, ni rien à payer. C'est déjà aux enfants, déjà à la succession. Convention fiscale entre la France et les États-Unis, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de double imposition et pas de droit de succession, là, je crois, je l'ai déjà dit. Donc, on va essayer de parler de façon assez rapide des différents services qu'on propose et dont vous avez besoin quand vous investissez aux États-Unis. Donc, concernant l'achat, ça peut être une résidence principale, ça peut être un appartement, ça peut être une maison. On vous aide à identifier le bien et il faut savoir qu'au niveau locatif, alors attendez, je crois que j'ai fait un slide d'ailleurs, attendez, je vous en parle, mais j'ai fait, oui, voilà. Donc, si vous achetez dans un immeuble, dans un condominium, vous allez avoir un certain nombre de restrictions qui peuvent être au niveau locatif, qui peuvent être au niveau de l'âge. Il y a aussi la santé financière qu'il va falloir vérifier de l'immeuble, s'ils ont des réserves, s'il y a des appels de fonds. Mais aussi, il y a l'avantage d'avoir un bel appartement haut de gamme, avec souvent des très belles vues et un certain nombre d'aménités, c'est-à-dire des piscines, des cours de tennis, des salles de gym, etc. Dans une maison, vous n'avez pas toutes ces choses, mais il y a moins de restrictions et il y a moins de contraintes. Maintenant, vous êtes vous responsable de tous les travaux et vous n'avez pas une copropriété, un syndic qui s'occupe des travaux. Au niveau de la location, la loi, elle protège beaucoup les propriétaires ici en Floride. Donc, il y a un locataire qui ne paye pas, on fait ce qui s'appelle une éviction. Au bout de 7 jours, on lui envoie un petit courrier, une 7 days notice. Au bout de 15 jours, on lui demande de partir et il a un mois à peu près pour partir. Et si ça ne fonctionne pas, ben, on fait appel à un avocat qui, au bout de 45 jours à peu près, fera ce qu'on appelle une éviction. On passe par un screening process qui permet d'identifier si le locataire a un passé criminel, s'il a un passé au niveau crédit où il rembourse mal ses prêts, s'il en a beaucoup, combien il a emprunté, et bien entendu s'il y a une éviction. Donc, pour les locataires, c'est quand même un peu plus difficile de trouver un appartement s'ils ont été évités. Donc, en général, nous, jusqu'à présent, on n'a pas eu à en faire. On a eu à faire des notices, mais les gens partent avant pour éviter de se faire sortir par le shérif. Pas de plafonnement de loyer, ça c'est aussi spécifique à la Floride, ce n'est pas le cas par exemple en Californie. Le property management, c'est un service qu'on propose puisqu'on gère déjà une centaine de propriétés pour nous-mêmes et pour un certain nombre d'investisseurs, où on s'occupe de toutes les démarches administratives, que ce soit donc l'ouverture, la fermeture des comptes d'électricité, d'Internet, vous trouvez le broker avec la bonne assurance pour votre bien, la recherche de locataires, bien entendu, comme je viens d'en parler, les états des lieux de sortie, d'entrée. On utilise un logiciel qui permet d'être interactif avec les locataires, qui nous permet de faire justement ces rentrées, ces sorties de lieux, de faire des photos, d'avoir les travaux, de payer les factures, de réceptionner les loyers et pour vous d'avoir un accès aussi à tout ce qui concerne votre propriété, d'avoir les états financiers qu'on vous envoie d'ailleurs en fin de chaque année pour votre comptable et votre déclaration. On fait régulièrement des inspections dans les biens pour vérifier que le locataire l'entretient. On organise souvent des maintenances de SI, de climatisation tous les 6 mois en fonction du type de clim qu'il y a, bien entendu. Sinon, on fait du pest control, c'est-à-dire on va avoir des sociétés qui vont venir pour faire un peu de spray pour les cafards, pour les fourmis. Et en même temps, ça nous permet effectivement d'avoir accès aux propriétés de façon régulière, de regarder comment c'est entretenu et comment ça se passe. Donc, on s'occupe de tout ce qui est travaux. On fait du très lourd, on fait du léger, on fait du cosmétique, mais on fait des gros travaux. Là, par exemple, on fait 300 000 dollars de travaux sur une maison d'un Canadien, bien investir, où on lui refait toute sa toiture, on lui refait ses impact windows, on refait une cuisine complète, une salle de bain complète, et certainement, là, on est en train de regarder des devis pour refaire sa piscine avec son deck et son seawall. Donc voilà, on sait faire comme je le faisais en France pendant 10 ans, des travaux, pardon, et c'est une chose que j'apprécie. Donc on a pas mal d'équipes qui travaillent avec nous. Euh, Ensuite, on s'occupe donc de la gestion de votre LLC, s'il y a besoin de la renouveler, s'il y a besoin de s'occuper de la taxe de votre propriété à payer chaque année. On peut vous accompagner et le faire pour vous. Et concernant la certification des immeubles, pour les multifamilies, notamment pas pour les résidences ni pour les appartements, on s'occupe de tous les. Alors, au bout de 40 ans de la date de construction, puis après tous les 10 ans, il y a une certification qui doit être faite
pour vérifier que votre immeuble est toujours aux normes au niveau structurel, au niveau électrique. Et on fait appel à un bureau d'études qui va valider et nous pointer du doigt les choses qu'on doit faire réparer. Donc, on s'occupe de tout le process, on s'occupe de l'obtention des permis, des réparations à faire pour être au code et valider que vous avez toujours le droit d'avoir votre certificat pour pouvoir continuer à louer de façon safe, de façon sûre. Ensuite, l'investissement locatif, de l'appartement au multifamily. Donc, on va se concentrer sur le multifamily, mais je vais vous présenter quand même un appartement parce que l'investissement s'adresse à tout type de personnes. Donc, ça peut être effectivement et tout type de budget. Ça peut être une résidence principale, une résidence secondaire. Ça peut être juste de l'investissement pur. Donc, du studio jusqu'au petit immeuble de 20 appartements, voire plus, bien entendu. Il y a tout type d'investissement. Donc, c'est quoi un multifamily? C'est un immeuble de rapport. Vous êtes le seul propriétaire à bord, vous n'avez rien demandé à personne, à part à la ville si vous avez des permis à faire. Donc, quand on doit choisir un locataire, on le choisit. En 24 heures, 48 heures, on peut donner notre accord. Les travaux, on les gère quand on veut, à la différence des condominiums où une association peut et souvent prend jusqu'à 30 jours pour pouvoir valider un locataire. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez perdre effectivement pas mal de loyers. Il va y avoir le loyer de la période où on va chercher un locataire, le loyer, donc un mois de validation de la copropriété et une commission d'agence. Donc, effectivement, dans un condominium, la rentabilité sera en général souvent plus basse que dans un multifamily. Vous avez, vous n'avez pas le contrôle non plus sur les parties communes, mais vous n'avez pas le tracas de vous en occuper, vous avez juste à payer vos charges. Alors, j'ai choisi, alors d'abord, le mot magique. Tout le monde veut savoir rentabilité, rentabilité, investissement égale rentabilité, mais il y a aussi le foncier, ok? Il y a la plus-value dans le futur, mais en général, les gens parlent de rentabilité. Alors, il y a plusieurs façons de calculer sa rentabilité. Nous, on en a une qui est assez sévère. On essaye d'être toujours le plus pessimiste possible pour avoir des plus belles surprises par la suite. Un agent vendeur va souvent vous présenter des rentabilités beaucoup plus élevées et la calculera d'une façon où, en général, on va me présenter du 7%. Moi, je fais mes calculs, j'arrive à peine à du 6%. Ils vont la calculer brute, on va la calculer nette, ils vont utiliser la taxe d'habitation au moment où vous l'achetez. Donc, il aura raison parce qu'effectivement, l'année où vous achetez, vous aurez une belle rentabilité avec une taxe d'habitation qui sera au moment N, mais l'année N plus 1, bah, votre taxe, elle va être réévaluée avec la valeur d'achat et vous aurez plus cette rentabilité, donc elle va chuter. Donc, moi, je préfère dès la première année travailler sur la future taxe qui vous permet d'avoir une bonne surprise plutôt qu'une mauvaise surprise. Donc, chacun le calcule à sa façon en mettant. Alors, je vais parler d'un appartement ici. Alors, attendez, moi j'ai une barre en haut. Alors, c'est un two bedroom, two bathroom. Je vais vous montrer rapidement quelques photos. Donc, il y a des appartements moins chers, celui-ci est un petit peu élevé, mais on a un certain nombre d'amenities, c'est-à-dire vous avez une piscine, un tennis, une gym, un sauna ou une salle de jeu. Vous avez pas mal d'espace qu'on ne trouvera pas dans d'autres copros qui sont plus petites, avec des charges moins élevées. Mais là, on en a regardé un que je voulais vous présenter. Finalement, j'ai dû l'écarter parce qu'on travaille dessus avec un investisseur qui vaut à peu près 200 000, 210 000 dollars qu'on est en train de travailler. Celui-ci est un peu plus élevé, avec une rentabilité un peu plus basse, mais ça dépend encore le type d'investissement que vous souhaitez, puisque peut-être qu'un jour, vous souhaitez le récupérer pour vous-même l'utiliser. Donc là, budget 380 000 dollars, à peu près 1075 square feet. On a des charges qui sont, pour moi, vraiment le maximum. On aime bien chercher des immeubles où les charges de copropriété ne dépassent pas les 600 dollars par mois. Sinon, ensuite, ça veut dire qu'on va avoir une rentabilité qui va vraiment baisser. Il faut savoir que les charges ont plutôt tendance à augmenter tous les ans. Donc là, je me suis permis de ne pas prêcher pour notre paroisse puisque je vous donne la rentabilité avec le management inclus et la rentabilité sans le management, puisque sur un appartement, on peut faire l'économie d'un property manager. Mais si vous êtes à distance, s'il y a des problèmes avec votre locataire, il faut changer de marketing, vous avez besoin d'un plombier, vous avez un locataire qui s'en va, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc, avec le décalage horaire notamment, donc c'est l'économie de temps en temps et il peut devenir un gros tracas. Alors, je vous présente rapidement le bien, quelques photos, les parties communes, vous voyez, donc c'est quelque chose d'assez propre. On va avoir donc une vue sur la baie avec un terrain de tennis, piscine, jacuzzi, hammam, salle que vous pouvez privatiser,
avec petit café, salle de jeu, donc ça fait le hammam, le gym. Ensuite, donc, vous voyez, c'est un appartement qui est plus ou moins remis au goût du jour, mais pas complet. Là, on voit que les fenêtres ne sont pas impact, mais ça sera fait par la copropriété, ce n'est pas vous qui devez le faire. Le carrelage n'est pas du dernier cri, mais ce n'est pas grave. C'est un appartement qui est propre et qui se loue très bien. Voilà, non plus, la salle de bain n'est pas dernier cri, mais elle est moderne comparée à des choses qui sont assez vieillottes qu'on peut trouver ici. Alors ensuite, je vais vous présenter un bien qui, pareil, est à la vente aujourd'hui. Donc là, on rentre dans la famille des multifamilies. Donc là, on a ce qui s'appelle un duplex. Un duplex, ça ne veut pas dire que vous avez que 2 appartements, c'est une parcelle sur laquelle vous êtes le seul propriétaire. C'est en général deux appartements qui sont collés ou une maison qui a été coupée en deux. Ça peut être des one bedroom, ça peut être des two bedrooms, ça peut être des trois bedrooms, ça peut être une configuration, un mix des deux. Mais ça s'appelle un duplex quoi qu'il arrive. Voilà. Un one bedroom en France, c'est l'équivalent d'un 2 pièces. Un 3 bedroom, oui, c'est ça, un 3 bedroom, c'est l'équivalent d'un 2 pièces en France. Voilà, si je ne me suis pas trompé, c'est ça. Donc là, pareil, je vous donne le prix d'achat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un marché où on peut négocier. Donc ce prix n'a pas encore été négocié, il vient juste d'arriver sur le marché. Donc il y a un petit travail à faire pour remonter le taux de cap. Je n'ai pas fait ce travail puisqu'on n'a pas négocié, mais à mon avis, on peut baisser certainement de 40 000 dollars aisément, quoi. À voir, puisqu'il vient juste d'arriver, donc il est un peu trop frais. Je vous montre rapidement la parcelle. Vous voyez, donc ça, c'est votre parcelle. Vous n'êtes pas dans un condo. Tout le terrain vous appartient. À un moment, il peut être constructible. Souvent, il est constructible. Derrière, vous avez donc le centre business de Fort Lauderdale. On est à côté de Victoria Park, donc on est dans un quartier assez privilégié. Et là, effectivement, sur cette parcelle, on va avoir 2 petites maisons. Donc, c'est assez atypique. En général, multifamily, ça va être un bâtiment. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que cette maison, ça va être un 3 bedroom de bathroom et celle qui est à côté, ça va être un one bedroom, one bathroom. J'aime bien ce type de produit pour certains investisseurs français qui me disent toujours, moi, je voudrais pouvoir venir aussi de temps en temps faire du Airbnb et puis venir quand je veux. Bah là, idéalement, vous avez un appartement ou une des 2 maisons que vous pouvez garder pour vous et mettre en short term en saisonnier, pardon, au niveau de la location, et l'autre, la louer en long terme, comme ça, vous avez un revenu qui est fixe. Je vous montre quelques petites photos pour qu'ensuite on arrive au nerf de la guerre. Donc, vous voyez, vous avez chaque maison l'une en face de l'autre, des parties communes. La maison, aujourd'hui, le propriétaire qui l'habitait veut bien la vendre meublée, donc à négocier au niveau des meubles, parce que j'ai parlé avec eux. Vous voyez, donc c'est assez propre, c'est correct, la cuisine a été refaite. Il y a une belle hauteur sous plafond, on a des clims centralisés. Le toit a été refait, pas les fenêtres, donc les impact windows, c'est une chose que je recommande. Là, on va avoir la deuxième salle de bain, puisque c'est un 3 bedroom de bathroom qui est un petit peu plus ancienne, mais assez rétro. Il faut savoir qu'on trouve beaucoup de salles de bain dans ce style en Floride, dans le sud de la Floride. Moi, j'aime bien particulièrement quand on refait des rénovations, si on peut les garder, je les garde, ça n'empêche pas de louer les biens. C'est un petit côté rétro. Maintenant, il y a beaucoup de locataires qui préfèrent les salles de bain modernes, donc ça peut effectivement en recaler quelques-uns, mais refaire une salle de bain aujourd'hui, c'est devenu quand même un peu plus cher puisqu'on tape à peu près dans les 8 000 à 10 000 dollars à peu près, donc c'est pas des petits travaux à la légère, quoi. Donc là, salle de bain propre qui est neutre, donc c'est bien, il n'y a pas le côté années 70 pour ceux qui n'aiment pas. Là, je partage avec vous un tableau que je ne partage pas avec mes investisseurs, on en discute, mais chacun fait ses calculs de son côté. Je voulais vous montrer un petit peu comment je travaille. Donc moi, je regarde toujours le prix du square feet et le prix à l'unité. Aux États-Unis, beaucoup de gens vont vous vendre le prix de l'unité. Je trouve que ce n'est pas fair play du tout, puisque le prix de l'unité, ça peut être un studio, ça peut être un one bedroom à 2 bedrooms, ce n'est pas le même coût et on ne peut pas parler le prix de l'unité. Mais on vous le vendra comme ça dans le multifamily, on vous dira, voilà le prix de l'unité. Donc moi, je le calcule avec des ratios en fonction si c'est un 3 bedroom ou un one bedroom. Ensuite, donc, on met tout simplement tous les frais. Là, ce sont les loyers qu'on peut obtenir aujourd'hui et c'est les loyers futurs. Alors, effectivement, comme le propriétaire utilise aujourd'hui le 3 bedroom, on pourrait tout de suite le louer 3 500, mais je pense que le marché aujourd'hui est un petit peu calme. Donc, j'aurais tendance à ne pas être agressif et voir comment ça fonctionne pour ensuite, par la suite, augmenter. Vous allez voir ici qu'au niveau de la taxe d'habitation, j'ai effectivement mon taux de cap n'est que de 4,26 parce que j'ai déjà augmenté ma taxe d'habitation à l'année N+1. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les vrais taux de cap marché réel de façon agressive, tout dépend comment on fait ces calculs, bien entendu, on est entre 4 et 5,5. Oui, on peut avoir du 6,
On peut avoir du 7, mais aujourd'hui, j'en vois pas du tout. Encore une fois, ça va dépendre de la façon dont on travaille le produit. Il y a le taux de vacation aussi qui est à prendre en compte. Là, j'en ai pris, mais pas la première année, puisque c'est un bien qui va se louer très très rapidement. Ensuite, voilà, je vais terminer sur un multifamily, un gros. Celui-ci, on l'a travaillé, en l'occurrence, on a 9 unités. Donc, il était en présentation à 2 195 000. Aujourd'hui, il est parti, il est vendu, celui-ci, à 2 50 000. On l'a étudié pour un client qui est un investisseur qui, lui, a préféré partir sur un autre bien qu'on lui a présenté du côté de Fort-Lauderdale. Mais on connaît bien l'actif puisqu'on l'a travaillé de notre côté. Donc, une rentabilité qui, pareil, peut s'optimiser. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. On va avoir une belle parcelle avec donc 8 unités, ce sont des one bedroom, one bathroom, qui ont été remis en état partiellement de façon propre par un marchand de biens, quelqu'un qui fait du flip. Et il va y avoir une unité qui c'est une deux bedroom, deux bathroom. Donc vous avez une belle parcelle qui, pareil, peut être constructible un jour. Les appartements ont été de façon propre. On voit ici dans la cuisine qu'il y a un granit counter, enfin, qui a été, ça plutôt un quartz celui-ci, pardon, qui a été refait. La cuisine est refaite à propre, à neuf. Moi, le parquet flottant, pour moi, c'est j'évite, je ne recommande pas du tout. C'est du court terme. L'économie que vous allez faire par rapport à du carrelage, elle est pas assez intéressante puisque le carrelage, dans 30 ans, il sera toujours là. Le parquet flottant, vous allez devoir le refaire assez rapidement. Donc là, je vois que c'est un promoteur, enfin, c'est un marchand de biens qui a été à l'économie au plus rapide, qui veut faire un flip, acheter, revendre, donc qui a mis du parquet. C'est rapide, ça fait propre, mais dans 2 ans, 3 ans, en fonction du type de locataire, il faudra le refaire. Donc moi, je vois que c'est une rénovation qui a été faite, mais pas à mon goût, mais qui est propre, hein. Donc effectivement, ça reste un produit qui reste intéressant, mais il faudra prévoir dans le futur du carrelage. Alors voilà, pareil, donc là, on fait notre petit tableau. Il y avait du levier, donc vous voyez, on arrive à 5,33 en fonction des loyers qui n'étaient pas au top du marché. Donc il fallait attendre que les locataires, que leur baux s'arrête, les renouveler ou pas. Il faut savoir que les baux ici durent 1 an et qu'un locataire, les loyers ne sont pas plafonnés. Du jour au lendemain, on peut leur dire, il y a une augmentation de temps, tu restes, tu veux ou tu veux pas. On fait une évaluation en fonction de si on doit remettre l'appartement à neuf, de combien on peut l'augmenter, et en fonction de ce que le marché peut nous offrir. Ensuite, achat avec ou sans travaux. Là, je vais être bref, je n'ai pas fait de présentation là-dessus. Il y a intérêt à acheter sans travaux parce que vous allez acheter en général moins cher, mais ce n'est pas toujours le cas, mais en général moins cher. Vous allez pouvoir aussi faire les travaux au bout du jour comme ça vous plaît. Avec travaux, il y a des inconvénients, mais il y a des avantages aussi. L'avantage, c'est que vous allez avoir votre rentabilité dès le jour 1. C'est déjà loué, ça a déjà été remis à neuf, mais moi, je fais attention au flip, la façon dont les gens font leurs travaux. S'ils m'ont refait un permis pour faire le toit, pour faire des impact windows, pour faire des clims, c'est des choses qu'on sait contrôler, qu'on sait vérifier, qui a été fait avec permis, ça me va. Ce sont des travaux qui montrent qu'il y a eu un vrai investissement. Quand c'est du cosmétique, j'aime pas beaucoup, comme le parquet, puisque là, ils ont été à l'économie. Et je sais que nous, sur du long terme, sur du property management, le parquet flottant, ça tient pas. Ici, c'est un climat tropical. Le parquet, ça se raye, ça s'abîme, on va devoir le changer plus rapidement. Donc voilà, il a été à l'économie, donc c'est une chose qu'il faut savoir. On a eu des mauvaises surprises aussi avec un client qui avait acheté pardon, un multifamily. Un jour, il nous a appelé à la rescousse pour qu'on le gère parce qu'il était mal géré. Et au fur et à mesure, on a dû faire le ménage et s'apercevoir que le marchand de biens qui avait fait les travaux, il fait ça à la sauvette, très belle salle de bain, carrelée, mais très mal carrelée. Et puis des fuites derrière toutes les salles de bain, les plafonds, on a dû ouvrir partout, réparer au fur et à mesure et découvrir au fur et à mesure. Ça a amené des termites. Et voilà. Donc on fait très très attention et d'où les inspections. Ne négligez pas les inspections. L'achat d'un business, je ne termine pas ça. L'achat d'un business, nous-mêmes, on a immigré ici. On aide les candidats à l'expatriation. On a nous-mêmes dû acheter un business pour faire notre visa E2. On a acheté donc un fast-food. On avait 10 salariés. On a terminé avec une vingtaine de salariés. On a bien entendu augmenté le chiffre d'affaires, revendu, doublé la valorisation de notre bien. Donc, on a regardé un certain nombre de business avant de nous-mêmes nous aventurer, de faire notre visa. Donc, on a acquis une certaine expérience pour éviter les pièges. Beaucoup de Français veulent vite venir, sont pressés. Ils sont déjà arrivés ici presque et ils font des erreurs et ils perdent leur argent.
Il y a beaucoup de choses à vendre, mais pas beaucoup de choses qui tiennent la route et qui vous permettront de survivre et de vivre et de renouveler votre visa. Donc, on essaye de faire en sorte que les gens qui veulent venir investir ici ne se trompent pas. Ensuite, c'est à eux de le gérer le business, mais en tout cas, on essaie de leur partager notre expérience avec eux. Et donc, on a installé un certain nombre de Français il y a un mois, des gens qui faisaient du toilettage. Là, c'est un restaurant. Après, c'est un gym. Enfin, voilà, plusieurs domaines d'activité où il faut avoir une connaissance du marché et vous avez vraiment besoin de quelqu'un pour vous accompagner, un agent qui sait de quoi il parle, parce que ce n'est pas une simple offre que vous devez faire. Quand vous achetez un fonds de commerce, il va falloir déjà étudier tous les chiffres pendant 3 ans. Donc, c'est un comptable qui va vous accompagner, bien entendu. Mais nous, on regarde ça. Il y a une présentation très importante à faire parce que vous achetez pas seulement un fonds de commerce, mais vous avez un droit au bail. Donc, vous allez aussi négocier un nouveau bail. Et ça, il y a beaucoup de Français qui n'y pensent pas. Ils pensent juste acheter un business. Mais si le propriétaire ici, les propriétaires sont un peu les rois, on peut dégager un locataire du jour au lendemain. Donc, si vous ne renouvelez pas le bail ou il vous le double, ben, vous fermez la porte, vous n'avez pas le choix. Voilà un petit peu. Donc, j'ai essayé d'être bref pour laisser parler un peu tout le monde et de répondre, de balayer un certain nombre de sujets. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions par la suite. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp, par email. Et, et puis voilà, ben, je laisse la parole. Romain, je te rends la parole. Merci Marc. Donc on a toutes les informations de Marc en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. On a son numéro de portable, son email, le site internet de son entreprise. Donc vous pouvez scanner le QR code. C'était le même QR code qui était sur tous les slides avant. Voilà, si jamais il y a des gens qui regardent en replay, vous pouvez scanner ce QR code aussi plus tard. Je pense qu'on va enchaîner. S'il y a des questions, mettez-les dans le Q&A en bas. Pour les gens qui nous regardent sur LinkedIn, posez vos questions aussi. On va enchaîner avec Betty qui va nous expliquer comment on finance notre résidence principale, notre multifamily ou notre achat de business. Je ne sais pas si tu finances des achats de business, Betty, mais tu vas nous expliquer un peu tout ça, quoi. Comment ça marche, qu'on soit en France, qu'on veut arriver, qu'on soit déjà aux États-Unis, depuis combien de temps, tout ça, on t'écoute. Super. Merci beaucoup, Romain, comme d'habitude. Merci, Marc. Ben, dis donc, on dirait que c'était vraiment très naturel. Pour une première fois, tu nous as éclaté là. Ça a l'air que ça fait comme tout naturel. Bravo, c'était top. Et voilà. Donc maintenant, c'est là où j'arrive. Après que, bien sûr, Marc, vous avez bien fait rêver comment investir à Miami. C'est là où j'arrive, moi, avec mes différentes options de financement. Alors, je vais parler de 3 différentes catégories de clients. On va commencer par pour les clients qui sont soit citoyens américains, soit qu'ils ont une carte verte, soit qu'ils détiennent un visa américain acceptable et qui sont aux États-Unis depuis 2 ans et plus. Donc, pour ce genre de clients, il n'y a pas de problème. On peut financer jusqu'à 80% pour une maison principale, 75% pour une maison secondaire et 70% pour un investissement locatif. Bien sûr, ça, c'est juste, comment on dit, loan to value. Mais bien sûr, tous les clients doivent être qualifiés, toujours par rapport à votre revenu brut, à votre credit score et à vos actifs. Ensuite, on a une autre catégorie de clients. Ce sont des clients qui sont nouveaux aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont un visa, bien sûr, acceptable d'être ici aux États-Unis pour travailler, mais qui n'ont pas encore les 2 ans d'historique aux États-Unis. Donc, ici aux États-Unis, c'est très important tout se base sur une historique de 2 ans, c'est-à-dire que ça fait 2 ans que vous travaillez aux États-Unis, que vous avez eu le temps de construire votre credit score, qui est très important aux États-Unis. Donc, pour ce genre de clients-là, par exemple, vous faites transférer, vous arrivez ici, ça fait même pas un mois, vous n'avez pas eu le temps de faire votre credit score, vous n'avez pas encore vos pay stub et W2 ici pour les deux dernières années, on peut quand même vous financer et on peut quand même vous offrir 80% de financement sur votre maison principale. Toujours le même principe, vous devez aussi vous faire qualifier sur les autres
élément qui est donc votre revenu brut, le crédit et les actifs. Ensuite, on a tout à fait une autre catégorie de clients. Ce sont les clients qui sont considérés internationaux, c'est-à-dire qu'ils habitent à l'extérieur des États-Unis, presque n'importe où dans le monde. Bien sûr, chaque pays a ses propres règles de cross-boarding et qui veulent acheter une propriété presque n'importe où aux États-Unis. Alors pour ça, on a aussi des solutions de financement. Donc, pour le client qui veut acheter ici un pied-à-terre, on peut leur offrir jusqu'à 70% de financement et pour un investissement locatif, jusqu'à 60% de financement. Dans tous les cas, le mortgage, donc le crédit, doit toujours être au nom personnel du client et le titre de la propriété peut être sur votre nom personnel ou sur une US LLC ou US Corporation. Maintenant, je couvre aussi les clients de private banking, donc là, c'est un petit peu différent. On peut faire d'autres choses. On peut mettre le mortgage sur une US LLC, US Corporation. Il y a un peu plus de flexibilité dans le private banking. Quoi d'autre que j'ai à vous dire? Moi, ce que je conseille toujours, c'est de commencer, ça veut dire de toujours d'abord avoir une discussion et après ça, je vous conseille de faire un pre-approval parce qu'ici aux États-Unis, Marc ne pourra pas émettre votre offre, enfin, à moins que vous achetez cash. Mais si vous achetez pas cash, Marc ne pourra pas émettre votre offre pour l'achat de la propriété dont vous serez intéressé si vous n'avez pas un pre-approval. Donc, le approval process est vraiment pas compliqué et ça prend, une fois que vous appliquez, ça me prend 24 heures pour vous donner un pre-approval général. Et ensuite, il est valide pendant 4 mois. Et là, vous allez chopiner avec Marc et ce que vous trouvez, on se parle bien sûr tout le temps. Une chose qui est importante aussi ici aux États-Unis, c'est que si vous achetez dans un building, un condo, un condo, il n'y a pas de coop, je crois, en Floride, mais disons en New York, quoi. Si vous achetez dans un building, il faut se rappeler que non seulement que vous devez être pré-approuvé, mais que le building soit aussi approuvé. Donc, j'ai juste à me donner l'adresse ou le nom du building et puis j'ai une liste de pre-approved building. Et si elle n'est pas dans cette liste, on fait une review. Qu'est-ce qu'il y a pour les clients qui préfèrent acheter cash? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter cash et dès que vous closez sur l'achat, vous nous revenez et là, on vous donne des sous towards it. Ça s'appelle un refinance ou un cash out. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a bien sûr tout genre de produits, des ARM, des fixes, tout ça. Ici, tous nos produits n'ont pas de prepayment penalty, peu importe ce que vous prenez comme produit, que ce soit un 30 ans fixe, un ARM, on n'a pas de prepayment penalty. Voilà, ça c'est un petit peu en gros, ça veut dire pour moi, dans le financement, comme c'est très très personnel, donc toujours j'invite le client de m'appeler et qu'on se fasse un petit call et on voit un petit peu votre situation personnelle et voir si ça peut marcher. Et puis après ça, on peut travailler sur le pre-approval. Et voilà. Ouais, c'est très clair. Les visas acceptables, c'est grosso modo les H1B, les L1, les Exact, les E2, O1, les E2. Ouais, et... on travaille avec beaucoup de visas classiques que normalement presque tout le monde. Ok, parfait. Ça, c'est pour les clients qui déménagent ici. Mais par exemple, les clients qui sont, par exemple, en Europe, ils n'ont même pas besoin d'avoir le B1, B2 visa qui est le visiteur visa parce que l'Europe est considérée wave visa. Et c'est plus pour celui qui décide d'habiter ici. Ouais, ouais, ça c'est pour le cas numéro 1 ou 2. Le Mhm, dernier cas dont tu as parlé avec 70%, ça mhm. c'est vraiment les gens qui habitent pas à l'année aux États-Unis, vous les financez quand même. Ok. Exactement. Mhm, Bon, bah, c'est très clair. S'il y a des questions pour Betty, ben, posez-les maintenant. Euh, mhm. on va y répondre à la fin. Et puis, j'ai mis les contacts de tout le monde dans le chat, si jamais voilà, vous avez besoin des contacts. Et puis, on va enchaîner avec Amélie. Bien Qui... sûr.
Merci bien. Merci Marc pour votre présentation. C'est vraiment complet, votre service. Puis Betty, ça fait quelques fois qu'on présente ensemble. C'est toujours un plaisir de présenter avec toi. Donc, moi, je vais clôturer avec ben voilà, l'aspect pratique d'envoyer des fonds de la France ou d'Europe vers les États-Unis, que ce soit pour le paiement du dépôt ou parce que vous êtes capable de financer une partie de l'achat également. Et donc, voilà, la première chose, lorsqu'on veut transférer des fonds, souvent, on peut être tenté d'y aller avec sa banque. J'ai moi-même été expatriée, c'est ce que j'avais fait il y a quelques années au début. Et puis, je m'étais rendu compte assez rapidement que les banques en général, prennent des marges qui sont assez grasses, dans le fond, sur les taux du marché. Et donc, il y a des options qui peuvent être plus intéressantes. Je commence toujours par le B à bas du marché des devises, c'est-à-dire connaître le taux du marché. Le taux du marché, c'est celui que vous trouvez sur Google. On peut aussi l'appeler le taux interbancaire. Dans le fond, c'est le taux que les grands groupes bancaires utilisent entre eux pour échanger des millions, voire des milliards de devises chaque jour. Ce n'est jamais le taux qui est offert aux individus comme vous et moi, mais on peut l'utiliser comme référence tout de même pour connaître les coûts qui nous sont facturés. Tous les fournisseurs de devises étrangères, que ce soit les banques, que ce soit des spécialistes de taux de change comme la boîte pour laquelle je travaille, OFX, tous les fournisseurs prennent une marge sur ce taux interbancaire et donc le défi, c'est de minimiser la marge. Donc, je vous donne un exemple bien concret. Si on transférait aujourd'hui 100 000 € en dollars américains, le taux du marché est à 1,1065 ce matin. Avec la banque, vous obtiendrez quelque chose qui serait probablement proche de 1,079. Donc, c'est une marge de 2,5 %. Vous obtiendriez 107 900 $ américains au final. Avec OFX, vous auriez une marge de 1,1015. Donc, on prend un coussin sur le taux du marché de 0,45 % comparé à 2,5 %. Et donc, vous auriez au final 110 150 $ américains. Ce sont 2 250 $ américains de plus. Donc, vous pouvez considérer une épargne d'environ 2 % du montant envoyé habituellement. Donc, vous n'avez pas à perdre cet argent-là pour qu'on envoie pour vous l'équivalent d'un courriel. Donc, s'il y a une chose à retenir de la présentation, pour moi, c'est de magasiner les spécialistes en taux de change. Maintenant, je vous propose quelques outils, dont deux qui sont un petit peu plus avancés, mais qui c'est pas très compliqué. Donc, vous avez l'ordre à court limité. En anglais, on appelle ça un limit order ou un target order. Quand vous avez un petit peu de temps en amont de votre projet, vous pouvez placer avec nous une épingle dans le marché pour le taux auquel vous aimeriez faire la transaction. Et donc, par exemple, le taux, il y a une semaine, était à 1,11. Eh bien, vous pourriez, avec OFX, placer une épingle dans le marché pour 1,11. Et si et quand le marché atteint 1,11, on achète les dollars américains pour vous. C'est un produit que j'aime bien parce que c'est vraiment, dans le fond, juste un outil de monitoring. Il n'y a pas de coût associé à ça. La seule exigence, c'est que vous ne pouvez pas transférer ces fonds-là pendant la durée de l'ordre à court limité. Donc, si vous nous mandatez de monitorer le marché pour vous pour une durée d'une semaine, eh bien, si et quand le marché atteint ce taux-là, on vous appelle, on doit effectuer la transaction. Donc, vous ne pouvez pas déplacer les fonds d'une autre façon. Ensuite, le produit au bas à gauche, le contrat à terme, c'est vraiment le seul produit qui vous offre une protection contre un mouvement adverse du marché. Et donc, le contrat à terme, le forward contract en anglais, dans le fond, vous permet d'acheter un taux avantageux aujourd'hui pour une utilisation dans le futur. Et donc, ce futur peut être n'importe quand entre 2 jours et 12 mois à partir de la date d'aujourd'hui. Et donc, si aujourd'hui, vous vouliez réserver le taux de 1,1065 pour une utilisation, pour un closing dans 30 jours ou 45 jours, vous pourriez le faire. La seule contrainte, c'est un dépôt de 10 % qui n'est pas un coût, c'est vraiment uniquement un dépôt pour qu'on puisse réserver ce taux-là pour vous. Ensuite, le taux au comptant reste le spot rate, ça reste la façon la plus fréquente de booker les transactions d'échange de devises. C'est vraiment, on achète une devise au taux du moment.
Et puis, chez OFX, on croit beaucoup. Donc, ces 3 produits-là sont offerts sur la plateforme en ligne, mais on croit aussi que les gens veulent encore parler à des experts du marché. Et donc, on offre ce combo-là de technologie en ligne, mais d'experts du marché des devises avec qui vous pouvez parler 24 heures sur 7 au téléphone. Donc, c'est un service, je vais vous le montrer plus tard, mais qui est offert à travers nos bureaux mondiaux. Voilà, il y a des outils en libre service également. Donc, il y a bien sûr le site web, mais vous avez aussi toutes les mêmes fonctionnalités sur l'application mobile. Vous pouvez vous inscrire pour des alertes de taux, donc pour la paire de devises qui vous intéresse, euro, dollar américain, et vous allez recevoir des notifications par courriel ou sur l'application lorsque le taux bouge en votre faveur. Il y a également un commentaire hebdo qui est livré par courriel et un dossier un petit peu plus volumineux mensuel qui est le Currency Outlook, qui fait un survol dans le fond des différents événements économiques et politiques qui influent sur les devises. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire. Je voulais ici faire un survol du processus d'enregistrement d'un profil pour pas qu'il y ait de surprise. Donc, vous devez vous rendre sur le lien spécifique au French Morning qui est le ofx.com/p/French-morning. C'est là que vous avez accès aux taux préférentiels qui ont été négociés pour la communauté French Morning, ce 0,45% de marge. Et donc, vous vous rendez sur ce lien-là, vous cliquez sur Register, la plateforme est en anglais. La première étape, donc, vous créez un profil comme vous le feriez pour tout service en ligne en ce moment. Votre nom, courriel, mot de passe, adresse civique. Ici, entrez une adresse civique. Si vous êtes nouvellement arrivant, vous pouvez entrer votre adresse civique de France parce qu'il y a quand même une validation d'identité. Donc, si c'est une toute nouvelle adresse aux États-Unis, on va vous demander de la documentation. Par contre, si vous habitez depuis plus de 6 mois aux États-Unis, entrez votre adresse aux États-Unis. Vous allez passer une validation d'identité avec votre téléphone intelligent. Donc, vous devez prendre une photo live de votre carte d'identité. Donc, ça ne peut pas être un fichier qui était déjà sauvegardé avant de vos cartes. Vous devez prendre la photo dans le moment. Et c'est un petit vidéo aussi qui vous demande de bouger la tête. Bref, on s'assure que vous êtes bien la personne qui détient les cartes d'identité. Ça prend une quinzaine de minutes. Une fois qu'on reçoit l'inscription dans le système, vous recevez un appel de bienvenue de l'équipe dans les 24 heures. Et puis, voilà, lorsqu'on a reçu vos identités qui ont été vérifiées par l'équipe de conformité, votre profil est activé. À partir de ce moment-là, on peut parler de transaction. Et donc, pour booker la transaction, vous pourrez le faire directement en ligne ou par téléphone avec l'agent aussi. En ligne, on fait Book Transfer. Et puis, lorsque vous faites Book Transfer sur OFX, ce que vous faites vraiment, c'est que vous réservez votre taux de change. Et donc, après, ça ne bouge plus, la transaction devient légalement obligatoire. Il va falloir aller de l'avant et la compléter. C'est là que vous pouvez entrer les coordonnées bancaires du bénéficiaire. Le bénéficiaire, ça peut être vous-même, votre compte bancaire aux États-Unis, ou on peut envoyer également les fonds à une tierce partie, donc dans le compte du notaire ou le compte escrow. Ça peut être fait aussi sans problème. Et puis, voilà, le taux est réservé. Vous recevez un email de confirmation avec les coordonnées bancaires de notre compte. Si on fait euro, dollar américain, vous allez recevoir les coordonnées bancaires de notre compte Barclays parce que la logistique des paiements, dans le fond, ce sont 2 paiements locaux qui se font. Comparativement à lorsque vous faites le transfert avec la banque, les fonds voyagent à travers le SWIFT système. Avec OFX, c'est 2 paiements locaux. Donc, on envoie les euros du compte client vers le compte euro OFX qui est chez Barclays. On vous donne ces coordonnées-là. Vous allez faire ce virement-là à partir de votre banque française. Ça va être un virement SEPA, S-E-P-A. C'est les virements inter-Europe électroniques gratuits. Et donc, une fois qu'on a reçu les euros dans notre compte chez Barclays, de notre compte avec la banque de New York Mellon aux États-Unis, on livre les dollars américains localement aussi. Ça vous évite, entre autres, les frais de transaction fixes. C'est aux International Wire Fees qui sont entre 50 et 150 $ habituellement. Et donc, voilà, une fois qu'on a reçu les euros, le lendemain, vous avez les dollars américains dans le compte soit du client ou du notaire. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Un petit peu de due diligence sur OFX. Donc, ça fait 25 ans, plus de 25 ans, à vrai dire, que la compagnie existe maintenant, 26 ans. Ça a été fondé en 98 à Sydney. C'est maintenant une compagnie publique, comme Romain disait, qui est listée sur le Australian Securities Exchange.
On a plus de 1 million de clients actifs, un mélange de clients privés et de clients corporatifs aussi. Et puis, c'est 200 milliards qui ont été transférés à travers ces 26 années. Donc, on a l'expérience et l'expertise pour vous aider. 55 devises au total. Les devises majeures, nous faisons l'achat et la revente. On peut vous aider dans les deux sens. Devises exotiques, il y en a certaines qu'on ne peut que vendre. Donc, envoyez-moi un courriel et puis je pourrai vous le valider. Et puis, donc, le service personnalisé de nos équipes au téléphone, ça vous est offert 24 heures sur 7 à travers nos 8 bureaux. Il n'y a pas de outsourcing là-dedans, c'est vraiment tous nos employés. Moi, je suis attitrée à l'équipe de Toronto, mais on a une équipe également à San Francisco, à Londres, à Dublin pour couvrir l'Europe, et puis en Asie et en Australie aussi. Donc voilà, ça donne un petit peu le Follow the Sun model. On vous a remis le lien ici, ofx.com/p/French-morning, mes coordonnées également. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Comme Betty, j'aime habituellement avoir un court appel pour comprendre vraiment votre scénario. Et puis, c'est ça. Merci beaucoup, Romain. Ok, merci à tous les trois. On a quelques minutes pour prendre un maximum de questions. Donc, si vous êtes encore avec nous là, c'est le moment de poser vos questions. Alors, il y a Thibaut qui nous dit: ce webinaire est vraiment très intéressant. Aura-t-on un accès au replay pour le regarder plus tard? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous montrer parce qu'on reçoit toujours plein de mails concernant les demandes de replay. On garde tout à vie. Donc, tout est enregistré sur French Morning. Quand vous êtes sur frenchmorning.com, que ce soit à New York, à Los Angeles, c'est la même chose. À Miami, vous allez tout en bas, vous cliquez sur webinaire et là, vous arrivez sur tous les webinaires de French Morning, tout simplement. Donc, vous voyez le webinaire d'aujourd'hui, il est là. Quand vous allez dans cet article, il y aura le live qui va être mis juste là. Ça va être remplacé dès qu'on raccroche par le replay juste là. Voilà. Donc tout ça, c'est disponible à vie et c'est aussi sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Donc vous pouvez facilement y avoir accès. On avait un commentaire sur la présentation. Tu parlais bien de dollars américains, Amélie? Oui. Parfait. Alors, sur LinkedIn, j'ai vu qu'on avait une question. Quels sont les taux aux États-Unis en ce moment? Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Si c'est un investissement locatif, pied-à-terre, maison principale, si le client est aux États-Unis ou pas. Donc, ça dépend de vraiment beaucoup de choses. Mais je pourrais dire que, disons, un 10 ARM serait entre 5,6 à 6,6, dépendamment de plein de choses. Donc, c'est très difficile à répondre. Parfait. Mais ce que j'aimerais ajouter, je m'excuse Romain, c'est que les taux sont maintenant au plus bas d'il y a à peu près maintenant 21 mois. Depuis la hausse, là maintenant c'est le plus bas. Merci. J'ai vu qu'on avait une autre question de Valérie qui disait: est-ce que, Marc, vous pensez qu'on est plutôt sur un marché acheteur ou vendeur en Floride en ce moment? La question, elle est piège parce que je vais dire qu'on est plus acheteur parce que les biens se négocient, mais ce n'est pas encore la frénésie. Les vendeurs ne sont pas pressés pour la plupart. Donc, mais il y a des négociations sur la plupart des actifs, en tout cas dans le multifamily, la plupart des dernières acquisitions, il y avait entre 50 et 100 000, voire plus de négociations. Donc, c'est assez important. Et dans l'habitation, ça va dépendre du type de bien. Il y a des biens qui sont très recherchés, qui se vendent très rapidement, il n'y a pas de négociation. Mais on regarde toujours depuis combien de temps il est sur le marché. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, on est sur un marché acheteur, mais il n'y a pas non plus beaucoup de biens. Notamment, encore une fois, dans le multifamily, c'est très difficile de trouver des actifs qui sont intéressants. Il y a beaucoup de choses à vendre, mais pas au bon prix. Donc, après, ils s'attendent à de grosses négociations.
Donc, on n'hésite pas à être agressif. Vraiment, les dernières transactions, c'était minimum 100 000 $ qu'on négociait sur les petits immeubles. Magnifique. Je pense qu'on a fait le tour des questions et puis il est l'heure de raccrocher. Si vous avez des questions, moi j'ai mis dans le chat les contacts de tous nos intervenants d'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à leur écrire en privé. Et puis j'ai plus qu'à vous remercier tous les trois et à dire à l'audience de nous rejoindre la semaine prochaine pour un prochain webinaire de French Morning. Merci encore. Merci. Merci tout le monde. Merci. Au Très bien. revoir. Bonne Bye. soirée, bonne journée. Au revoir, où que vous soyez. Au revoir.